Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale. Aujourd'hui, c'est un café lecture, du coup une lecture critique d'articles qui sera présentée par Jocelyn Demas, qui est kinésithérapeute et qui nous expliquera après peut-être rapidement en fait son parcours voilà, son parcours. Je lui laisserai la parole juste après. Je prends la parole quelques minutes comme d'habitude pour vous expliquer comment fonctionne le webinaire. Donc, le webinaire est en écoute seule, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la parole, mais par contre, vous pouvez poser vos questions dans la zone chatée et je pourrai y répondre et les transmettre à Jocelyn en fin d'intervention. Le webinaire est enregistré, le replay sera disponible sur YouTube. Donc, si vous prenez la parole, votre prise de parole vos autorisations d'enregistrement et de diffusion de vos noms, prénoms, fonctions et de toute autre donnée que vous communiquerez. Voilà, je n'en dis pas plus. Je passe maintenant la parole à Jocelyn Demas. Voilà, on voit ton écran. Bonjour à tous. Très bien, et on va juste changer l'écran. Non, c'est bon, vous voyez le bon écran. C'est parfait. Non, vous voyez vous voyez bien, on voit bien l'écran principal? On voit bien l'écran principal, oui, c'est parfait. Ok, super. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe d'organisation de m'avoir permis de vous présenter ce travail qui est une lecture critique qui a été préparée dans le cadre d'une formation pour les étudiants de kinésithérapie au sein de l'IFM3R de Nantes, que j'associe à ce travail. Donc, je suis Jocelyn Demas, je suis kinésithérapeute et j'ai validé ma thèse de sciences il y a un peu moins d'un an. Et je suis maintenant formateur au sein des instituts de formation du CH de Laval et j'ai aussi une activité de recherche associée au CH de Laval avec le laboratoire du LARIS de l'Université d'Angers. On va donc revenir aujourd'hui sur une lecture critique qui est spécifique à un essai contrôlé randomisé. Et cet article, alors il a été choisi il a été choisi pour sa méthodologie, non pas sur les centres d'intérêt, puisque j'ai une activité principalement centrée sur la prise en charge des enfants avec paralysie cérébrale et la recherche de marqueurs et de biomarqueurs sur la neuroplasticité, principalement en utilisant de l'électroencéphalographie. Donc ce travail et le choix de cet article était principalement réalisé sur les aspects méthodologiques. On va s'intéresser aujourd'hui à ce travail qui est finalement une étude qui est un essai contrôlé randomisé qui a cherché à savoir quel était l'effet finalement d'une intervention de type éducationnel auprès de personnes âgées sur leur quantité de pratique d'activité physique lors de l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'un essai contrôlé randomisé? Eh bien, un essai contrôlé randomisé, c'est une étude comparative expérimentale et dans lequel les participants vont être répartis de manière aléatoire. Et il faut absolument préserver ce mécanisme aléatoire lorsqu'on parle d'un essai contrôlé randomisé, puisque c'est ce mécanisme aléatoire qui a pour objectif de répartir de manière aléatoire les facteurs confondants qu'on va retrouver dans les différents groupes. Qu'est-ce qu'une étude expérimentale? Eh bien, une étude expérimentale, c'est quand on va contrôler l'application d'un traitement, c'est-à-dire une ou plusieurs variables qui vont être manipulées pour observer l'effet d'une ou plusieurs variables, c'est-à-dire effectivement dans le cadre ici de notre article, on veut contrôler l'effet de l'intervention éducation. Les avantages d'un essai contrôlé randomisé, c'est qu'on va avoir, ce que je vous disais, c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'avoir un mécanisme aléatoire, une distribution non biaisée des facteurs de confusion. Ça va faciliter la mise en aveugle et puis ça va faciliter l'analyse statistique. Il y a des désavantages, ça coûte cher en temps et en argent. On peut avoir des problèmes éthiques, surtout si les traitements sont efficaces, puisqu'on va, dans la plupart des temps, avoir un groupe contrôle auquel on ne va pas appliquer ce traitement. Et donc, on a des risques aussi de perte de patients et donc d'observance. Pourquoi on s'intéresse aux essais contrôlés randomisés dans les études de santé? Puisque lorsqu'on veut
finalement évaluer l'effet d'une thérapie, d'une intervention, eh bien, on voit ici sur ce tableau consacré à l'evidence-based medicine que eh bien, les essais contrôlés randomisés vont être le type de design le plus puissant, avec le niveau de preuve le plus élevé pour évaluer l'effet d'une intervention. Et ces conclusions sont aussi reprises par la HAS, puisque la HAS considère que l'essai contrôlé randomisé pour évaluer l'impact d'une intervention est une méthode de référence et le gold standard. Ce qui veut dire que lorsqu'on considère ces OCR, ce gold standard, eh bien, quand on va lire ces résultats, ils vont avoir une place importante dans la prise de décision sur nos prises de décision cliniques, et il va aussi avoir, ces OCR vont aussi avoir un rôle important dans les prises de décision au niveau des recommandations, par exemple HAS. On va évidemment, il ne suffit pas de dire que l'on fait un ECR, il va falloir s'assurer qu'on ait un certain nombre de critères de qualité derrière ces ECR pour finalement s'assurer que l'ECR soit suffisamment robuste pour être interprété. Donc, on parlera et on va définir deux validités dans une étude, la validité externe qui va être la capacité finalement à généraliser l'étude aux patients du lecteur, et la validité interne qui va être la capacité à mesurer réellement ce qui est annoncé, être mesuré. Et puis lorsque j'utiliserai le terme biais, eh bien ça va renvoyer à cette définition. Le biais est défini comme une erreur systématique ou une déviation de la vérité dans les résultats. Donc, quand on va aller lire des ECR qui vont avoir un impact, qui peuvent avoir un impact fort dans nos prises de décision, il va falloir qu'on s'assure en particulier que eh bien, ces ECR présentent une validité interne robuste. Et j'ai fait ce choix-là aussi pour faire gagner du temps à l'ensemble des professionnels. Il est possible, par exemple, sur des bases de données comme Pedro, de trouver très rapidement, finalement, des indicateurs eh bien, de la qualité méthodologique et de la validité interne des études. Et ici, on va avoir directement un score qui va être proposé par des lecteurs qui ont appliqué la grille de lecture Pedro. Et donc, vous avez tout de suite, par exemple sur cet article, on va savoir directement que cet article présente un score de 7 sur 10 et vous allez pouvoir trouver directement eh bien, les critères qui ont été validés et les critères qui ont été invalidés en termes de validité interne sur cet article. Donc, c'est un moyen de rapidement avoir une idée, une représentation eh bien, de la validité interne de l'étude. Et évidemment, ça peut faire gagner du temps. L'idée ensuite, c'est qu'on va détailler l'ensemble de ces critères parce que effectivement, c'est bien joli d'avoir un score, mais il est sans doute plus intéressant encore de pouvoir aller comprendre ce qui se cache derrière ces items pour avoir une lecture encore un peu plus approfondie des différents articles. Donc, en quoi consiste cette échelle Pedro? Eh bien, elle consiste à une évaluation en 10 items. Alors, vous allez voir ici, il y a 11 items, mais le premier item est spécifique à la validité interne. Il ne va pas faire partie de la cotation. Et en fait, on va coter les 10 derniers items, donc de l'item 2 à l'item 11. Et en gros, la cotation est assez simple. Soit eh bien, le critère est présent, à ce moment-là, on va mettre oui, ce qui est équivalent à un 1, et si le critère est absent, eh bien, on aura un non qui va apparaître à ce moment-là. On aura un score qui sera compris à 0. Donc, on va profiter de cet article eh bien, pour aller essayer de comprendre finalement les différentes notions qui se cachent derrière les différents items de cette échelle. Avant cela, on va quand même, et évidemment, on va toujours finalement commencer par ça quand on va s'intéresser aux articles, eh bien, on va comprendre la justification scientifique et la justification de la question de recherche. Ici, les auteurs rappellent que le niveau d'activité physique va diminuer avec l'âge, que les personnes âgées qui sont actives, physiquement actives, eh bien, elles vont avoir des taux de morbidité et de mortalité qui sont inférieurs aux personnes sédentaires. Donc ça, c'est des données qui sont largement connues. Que finalement, malheureusement, durant l'hospitalisation, eh bien, c'est une situation spécifique qui peut majorer le risque et la sédentarité. Et que eh bien, cette sédentarité peut avoir des effets chez les personnes âgées avec des pertes d'autonomie, de force musculaire, de performance fonctionnelle. Et cette population de personnes âgées eh bien, présenterait des capacités à se remettre complètement
finalement de cette diminution, de cette sédentarité aiguë, eh bien, de manière plus difficile qu'une population plus jeune. Et donc, c'est une priorité d'intervenir auprès de cette question de la sédentarité lors de l'hospitalisation. Un certain nombre d'interventions ont été du coup proposées à ce sujet, comme eh bien, finalement des interventions qui vont encourager eh bien, la préservation et l'entraînement à la déambulation pendant l'hospitalisation. Néanmoins, malgré ces initiatives, il resterait finalement un certain nombre de patients qui seraient encore extrêmement sédentaires durant leur hospitalisation, avec un tiers des patients âgés hospitalisés qui sont maintenus au repos ou à faible niveau d'activité sans aucune raison. Les principaux obstacles identifiés par les auteurs, c'est que c'est les symptômes de la maladie qui vont limiter cette activité physique et c'est le comportement des professionnels de santé. L'hypothèse qui est posée par les auteurs, donc là je rapporte les dires de l'étude, ce n'est pas mon travail évidemment. L'hypothèse des auteurs ici dans ce papier, c'est bien, de dire que l'apport de conseils spécifiques pour maintenir une activité physique par des professionnels de santé formés pourrait permettre de lutter contre l'absence de conseils ou de conseils peu utiles des autres professionnels de santé hospitaliers concernant l'activité physique. Quelles sont les questions? Et donc la question principale posée par rapport à cette hypothèse, c'est de poser la question suivante. Est-ce que les conseils d'un physiothérapeute sur l'importance de rester physiquement actif pendant l'hospitalisation améliorent-elles l'activité, la mobilité, la force, la durée du séjour et les complications chez les personnes âgées hospitalisées? Donc ça, on voit ici, question principale, objectif principal. Est-ce que le programme d'éducation va impacter les différentes variables? Ici, c'est très clair, on va retrouver le modèle PICO avec la population qui sont des personnes âgées hospitalisées. On a l'intervention qui va être la mise en place d'un programme d'éducation et puis les outcomes, niveau d'activité physique, mobilité, force musculaire, durée de séjour à l'hôpital, incidence des complications. Et on voit ici qu'il y a aussi un second objectif qui va être d'identifier les principaux obstacles à la pratique d'une activité physique pendant l'hospitalisation. On voit ici que les auteurs, dans leur introduction, vont justifier leur question de recherche, vont introduire leur question de recherche et vont poser une hypothèse et vont présenter les questions de manière claire. Pour répondre à cette question, et en particulier à la première question, ils ont décidé, ils nous annoncent qu'ils vont réaliser un essai contrôlé, un essai clinique randomisé avec assignation dissimulée, mise en aveugle des évaluateurs et analyse en intention de traiter. Alors, qu'est-ce que veut dire toutes ces notions? C'est ce qu'on va regarder ici. Donc, dans l'échelle PICO, on va d'abord regarder cette notion de validité externe. Est-ce que les critères d'éligibilité ont-ils été précisés dans l'étude? Alors, ici, dans ce travail, on va retrouver dans cette partie, participants, thérapeutes, centres, la définition des critères d'inclusion et de non-inclusion. Donc, tous les participants ont été inclus dans le même centre, qui est un centre hospitalier au Brésil. Et pour pouvoir être inclus, les patients devaient avoir plus de 60 ans. Ils devaient être hospitalisés pour une condition clinique moins de 48 heures, être capables de se mobiliser sans assistance d'un professionnel ou d'un accompagnateur. Et ils devaient être en mesure de comprendre les conseils et évaluations prévus par l'étude. Et pour cela, ils rajoutaient un critère avec l'utilisation de la Mini Mental State Examination. Donc ça, c'était les critères d'inclusion. Et puis, on avait des critères de non-inclusion. Si le patient avait du coup un score insuffisant à la MMSE, si le patient devait être placé en isolement et donc ne pouvait pas sortir et déambuler, si le patient était hospitalisé pour une chirurgie élective, si le patient était hospitalisé pour une intervention chirurgicale d'urgence, s'il avait une restriction médicale à quitter le lit ou s'il avait une condition médicale qui limitait le placement en accéléromètre. Finalement, on voit ici que par rapport à la question de recherche, à la question principale, on a des critères d'inclusion qui semblent cohérents et qui semblent valides par rapport à cette question initiale. Et en tout cas, la population ciblée par la question de recherche semble bien correspondre aux critères d'inclusion et de non-inclusion présentés par les différents auteurs. Donc ici, on va plutôt valider cette notion. Est-ce que les critères d'éligibilité ont-ils été précisés? Ici, on peut répondre oui. Ensuite, on va rentrer dans les critères de validité interne et on voit ici que
cette échelle va s'intéresser à deux critères autour de la randomisation et de l'assignation aléatoire et de l'assignation des participants dans chaque groupe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en fait c'est inscrit dans la définition de l'essai contrôleur randomisé, il y a cette notion de répartition aléatoire des participants, et il est primordial dans cette étape de maintenir l'effet du hasard. Et c'est pour ça que comment on va maintenir l'effet du hasard? Déjà, on va ici diviser. Donc ici, on a des informations sur le type d'essai contrôlé randomisé qui a été réalisé. On est ici dans un essai contrôlé randomisé de type parallèle ou de randomisation simple, c'est-à-dire qu'on a simplement affecté de manière les individus ont été répertoriés puis répartis entre un groupe expérimental et un groupe contrôle, et ce de manière aléatoire grâce à une procédure qui est centralisée, qui va être réalisée sur Internet. On a une génération d'une séquence aléatoire. On va contacter le site Internet qui va du coup attribuer un groupe ou un autre au patient qui va être inclus. Une fois que cette randomisation a été inclue, il faut s'assurer que finalement, elle soit bien dissimulée aux expérimentateurs et aux investigateurs de l'étude. Et donc ici, on a un certain nombre d'informations qui nous rassurent sur le fait qu'effectivement, cette randomisation a été dissimulée, a été réalisée par un chercheur non impliqué dans l'étude, et les assignations, donc la répartition dans le groupe thérapie ou dans le groupe contrôle, a bien été gardée secrète pour les investigateurs. Donc ici, on a un certain nombre de données qui sont données par les auteurs qui nous assurent un niveau de qualité intéressant quant à cette randomisation et à cette assignation. Et en tout cas, les auteurs ont mis en place une stratégie pour bien maintenir l'effet du hasard sur cette partie-là. Donc ici, on peut répondre positivement à ces deux critères. Les sujets ont été répartis aléatoirement dans les groupes et la répartition a respecté une assignation secrète. Et donc, si on associe à ça le système de cotation, ici, on va donner 2 points à cet article. Ensuite, on a un quatrième item qui va vérifier que finalement les groupes étaient bien similaires au début de l'étude, puisque on est bien dans un essai contrôlé randomisé. On va mettre en place dans un groupe une intervention, et dans l'autre on ne va pas mettre en place. On va mettre en place finalement des soins usuels. Et donc, il faut bien qu'au départ de l'étude, on s'assure que les deux groupes soient homogènes. C'est pour ça qu'on a randomisé. Normalement, il y a la randomisation, si elle est bien faite, elle va répartir finalement les variables confondantes dans les deux groupes. Et effectivement, les études vont nous apporter des données complémentaires pour nous montrer qu'effectivement, on a cette répartition aléatoire et que finalement, les deux groupes sont bien homogènes au départ et que donc ils sont comparables. C'est pour ça que cet item-là va être extrêmement intéressant à regarder. Dans cette étude, les auteurs nous expliquent que les groupes sont similaires. Quand on va regarder le tableau des données, on voit effectivement qu'ils ont regardé un certain nombre de caractéristiques qui pouvaient avoir un impact sur les niveaux d'activité motrice, et ils ont essayé de s'assurer que finalement les caractéristiques étaient suffisamment proches et que les deux échantillons faisaient partie de la même population. Ici, on voit ces caractéristiques par rapport à l'âge. Dans les deux groupes, les patients avaient en moyenne une moyenne d'âge de 69 ans avec un écart type A7. Et donc, ils ont regardé comme ça ces données-là pour un certain nombre d'items. À première vue, à la lecture comme ça rapide du tableau, on a clairement l'impression que effectivement, comme les auteurs, que les principales données et les principaux facteurs confondants de niveau d'activité physique au départ de l'étude sont finalement très proches. Alors là, les auteurs ont fait le choix de ne pas tester statistiquement les deux échantillons pour savoir s'ils faisaient partie de la même population. Et donc, effectivement, ici, on a une absence de test statistique qui ne nous permet pas de conclure ici que les deux groupes sont ou pas homogènes ou hétérogènes. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Et donc, là, j'ai repris effectivement les notions retrouvées dans l'échelle Pedro. Pour tous les critères, les points sont attribués uniquement si le critère est clairement respecté.
Là, ici, on n'a pas de test statistique qui nous montre que les groupes sont homogènes ou hétérogènes. Et c'est pour ça qu'il a été attribué ici à cet item 4 un an. Et donc, on ne va pas attribuer de points, même si vous voyez qu'on a quand même accès à un certain nombre d'informations qui ont été apportées par les auteurs dans ce travail. Ensuite, on va s'intéresser à la mise en aveugle. Donc soit des sujets, des patients, soit des thérapeutes qui ont administré l'intervention, soit des investigateurs qui ont réalisé les évaluations. Alors, pour rappel, la mise en aveugle, c'est quoi? C'est le fait de garder les participants à l'essai ou les investigateurs ou les évaluateurs ignorants de l'intervention attribuée de sorte qu'ils ne soient pas influencés par cette connaissance. Ici, effectivement, il suffit de regarder le diagramme de flux pour voir que il n'était pas possible de mettre en aveugle les interventionnistes puisque c'est eux qui allaient faire l'intervention d'éducation. Et puis, on voit aussi que les patients savaient le type d'intervention qu'ils allaient recevoir. Donc ici, on voit très bien que les patients et les interventionnistes n'étaient pas en aveugle. Concernant les examinateurs, par ailleurs, un certain nombre d'éléments dans le texte sont donnés par les auteurs pour nous montrer que ces évaluations ont bien été réalisées en aveugle et donc que les évaluateurs ne connaissaient pas le groupe d'attribution des sujets. Donc, il y avait bien une mise en aveugle des évaluateurs ici. Ensuite, il y a la notion du contrôle d'attrition. Finalement, quelle est la perte de données au cours de l'étude, puisque, pour rappel, dans un essai contrôlé randomisé, on va calculer a priori la taille de l'échantillon, ce qui va nous permettre d'avoir une idée de la puissance et finalement de contrôler les conditions de nos tests statistiques sur la variable principale qui était ici le nombre de pas. Et pour rappel, la puissance, ça exprime la probabilité de détecter une différence lorsqu'elle existe réellement. Ici, l'outcome principal était bien le nombre de pas. Et donc, il fallait s'assurer que pour cet outcome nombre de pas, on ait une attrition qui soit raisonnable et qui permette aussi de respecter la taille de l'échantillon calculé initialement pour pouvoir contrôler effectivement cette probabilité de détecter une différence lorsqu'elle existe réellement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'en finalement, ils n'ont pas de perte de données sur cet outcome principal, puisque les 100% des patients inclus ont eu une mesure du nombre de pas, et on a bien un nombre de patients qui est supérieur à 29, qui était le nombre d'individus qui avait été initialement calculé dans la taille de l'échantillon. Donc ici, sur le contrôle de l'attrition, on a des critères de qualité qui sont respectés. Ensuite, on va s'intéresser au suivi des sujets et de la méthode. Est-ce que finalement, le design qui avait été annoncé au départ a été respecté et comment ont été gérées finalement les anomalies qui auraient pu apparaître lors de l'étude? Ici, effectivement, on a un certain nombre de critères qui nous montrent que les données ont été traitées en intention de traiter, c'est-à-dire que l'analyse statistique des résultats des patients respecte la répartition initiale et ce, quel que soit le traitement reçu par les patients. Et ils ont respecté cette condition, puisque même lorsque finalement des patients ont été mélangés entre les chambres, les patients contrôlés et les patients thérapie, les données traitées ont bien respecté ces conditions de traitement. Donc ici, c'est pareil, on a le point qui va être attribué. Enfin, les deux derniers critères vont s'intéresser aux analyses statistiques et aux tailles d'effets. Et on va s'intéresser à savoir si, puisqu'on est dans un essai contrôlé randomisé, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, c'est pas de savoir s'il y a une différence, une progression dans le groupe intervention, mais c'est bien de savoir si cette différence existe entre le groupe contrôle et le groupe intervention. Et donc, on est bien dans une évaluation intergroupe. Et ici, finalement, ils viennent nous dire dans les analyses que, ils vont réaliser cette comparaison intergroupe. Et il nous donne les résultats intergroupes et en particulier sur l'outcome principal qui était défini, qui était le nombre de pas par jour réalisés par les individus hospitalisés. On va retrouver ici de manière plus explicite dans le tableau 3 cette information. Et donc ici, il nous rapporte que finalement, en moyenne, les patients qui recevaient l'intervention éducation réalisaient 974 pas en plus, avec un intervalle de confiance situé à 95%, situé entre 28 et 1919. Donc ici, on a bien une comparaison statistique intergroupe et on a bien une estimation
de la taille de l'effet. Ici, on va aussi attribuer de nouveau un prix. Donc, au final, on voit ici que c'est un article qui va présenter une validité interne intéressante avec un score qui va être supérieur à 6 et qui va finalement, mais ce qu'on retrouve très régulièrement dans les interventions en physiothérapie ou en activité physique, il y a une grande difficulté à mettre en aveugle, évidemment, les patients, puisque ils savent le traitement qu'ils vont recevoir, et une difficulté à mettre en aveugle les interventionnistes qui réalisent cette intervention, puisque eux-mêmes savent l'intervention qui va être donnée. Et puis, vous voyez qu'on avait quand même accès à un certain nombre d'indicateurs quant à la différence entre les deux groupes initialement, au niveau de la baseline du temps zéro. Donc, on a aussi ici un effort des auteurs de nous apporter de l'information qui est extrêmement intéressant. Alors, juste pour revenir sur cette analyse statistique, et puis après, je conclurai, puisque effectivement, comment on va interpréter ces résultats finalement, qu'est-ce que veut dire cette moyenne de 974 avec cet intervalle de confiance à 95%? Bien, cette notion de 974, c'est bien une différence de moyenne intergroupe, puisque en moyenne, les patients qui recevaient l'intervention réalisaient 4 945 pas, alors que ceux du groupe contrôle en réalisaient en moyenne 3 975. Et ce qui va nous intéresser réellement, c'est bien, l'intervalle de confiance à 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'intervalle de confiance, ça contient toutes les valeurs qui sont des valeurs acceptables de la vraie valeur de la moyenne, ici de la différence de moyenne entre les deux groupes. Pour un intervalle de confiance à 95%, et bien sur 100 échantillons, 95 intervalles de confiance contiendront la moyenne théorique, la différence de moyenne ici, théorique, et 5 ne la contiendront pas. De manière pratique, cet intervalle de confiance va délimiter les valeurs extrêmes auxquelles on peut s'attendre dans 95 cas sur 100, si l'on répétait la même expérience, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas significativement différentes d'un point de vue statistique en considérant l'effectuation d'échantillons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, par exemple, on a cette moyenne de 974, mais surtout, on a cet intervalle de confiance. Dans cet intervalle de confiance, on ne sait pas où est située la vraie moyenne, la vraie différence de moyenne. Donc, ça peut être 28, ça peut être 974, ça peut être 1919. D'accord? Ce qu'on va regarder, du coup, dans cette stratégie de contrôle du risque, c'est bien la borne inférieure par rapport à cette différence de moyenne. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la borne inférieure, elle est bien différente de 0, ce qui signifie que il y a bien une différence statistiquement significative en faveur du groupe expérimentation et qui serait au minimum de 28 pas. La question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que finalement 28 pas, c'est pertinent cliniquement? Surtout que finalement, dans la partie méthodologie, les auteurs nous donnent le seuil qui s'était fixé comme cliniquement pertinent, qui était de 618 pas par jour. Donc finalement, ce qu'on aurait aimé avoir pour se dire que cette intervention était cliniquement pertinente, ça aurait été un intervalle de confiance qui se serait situé au-delà de cette limite de 618 pas, où la borne inférieure, finalement, elle serait supérieure à ce chiffre de 618. Donc effectivement, dans cette étude-là, on a bien une différence entre les deux groupes, mais qui se questionne en termes de pertinence clinique et en termes de taille d'effet, qui semble quand même être minimale par rapport à un effet clinique pertinent. Cette limite de l'étude est bien retrouvée et explicitée par les auteurs dans la partie discussion, donc ça c'est un élément extrêmement intéressant. Et puis, les auteurs aussi précisent ce qu'on a déjà discuté précédemment, que lors de leur étude, ils ont été soumis à un biais de contamination, c'est-à-dire que plusieurs patients qui étaient de groupes différents se sont retrouvés dans la même chambre, et donc il y avait un risque que l'éducation transmise à un patient soit transmise à un autre patient, et du coup, à ce moment-là, on ne contrôlait plus la variable qui était la variable mise en place de l'éducation. Là, j'ai fait le choix d'utiliser l'échelle Pedro pour vous permettre aussi de trouver rapidement les scores sur la base de données et sur excusez-moi, c'est pas sur la base de données, sur le moteur de recherche Pedro. Mais évidemment, il y a d'autres outils qui peuvent vous permettre de lire des essais contrôlés randomisés, et en particulier cette grille de lecture qui est la grille Consort, qui est largement utilisée, qui est gratuite et disponible en version anglo-saxonne sur Internet.
et qui a été traduit et qui est disponible dans Kinésithérapie, kiné scientifique, qui a été traduit en 2015 par GEDA. Je vous remercie de votre attention et je serai donc maintenant très content de pouvoir échanger avec vous. Merci Jocelyn pour cette belle présentation. Merci. J'ai beaucoup apprécié moi, tout ce que tu avais fait, notamment sur l'intervalle de confiance, parce que je trouve que pour une fois, c'est une présentation très claire et très compréhensible, parce qu'il est parfois difficile d'expliquer ce concept, en fait. C'était très riche à mon goût. Du coup, je vous sollicite un petit peu tous si vous souhaitez poser des questions. En fait, vous avez l'occasion de les poser par écrit dans la zone questions et pour que je les transmette à Jocelyn. Je voulais te poser une question, Jocelyn, en attendant en fait les autres questions. Tu nous as présenté en fait la lecture de cet article avec l'outil Pedro. Est-ce que tu te sers aussi, toi qui écris en fait, toi qui rédiges les articles, est-ce que tu te sers aussi de ces articles et de cette façon de lire en fait tes articles critiques pour rédiger à ton tour? Parce que je vois par exemple là le tableau 2, c'était le tableau 2 dans ton exemple. Voilà. On appelle le tableau 1 de description de la population. Ça peut être des bonnes références peut-être pour écrire. Est-ce que toi, tu t'en sers ou... Alors, clairement, après, moi, j'ai rien inventé. C'est-à-dire qu'effectivement, cette structuration, elle est retrouvée dans la plupart des papiers et elle s'explique, elle se justifie. C'est pour ça aussi que j'ai passé du temps sur la question de recherche et de la justification scientifique. Tout ça, c'est des éléments qui nous permettent finalement aussi de montrer la qualité méthodologique et qui sont des éléments à donner au lecteur pour qu'ils puissent comprendre le travail et qu'ils puissent interpréter les résultats pour leur pratique. Donc, c'est des éléments qui sont indispensables. Et donc, c'était aussi l'idée derrière ça. C'était pas juste d'utiliser une grille d'évaluation, mais bien de comprendre les éléments qui étaient derrière. Et effectivement, ça, c'est extrêmement aidant dans la rédaction. Évidemment, les articles de nos confrères sont des ressources extrêmement riches pour nous aider, nous, puisque de toute façon, on a besoin d'eux et on a besoin de ces lectures-là pour nous éclairer. Oui, c'est des choses sur lesquelles on n'insiste pas assez quand on lit un article et que tu as bien souligné là aussi le fait sur la caractérisation de la population en fait d'études. Là, tu précisais, ils n'ont pas finalement calculé en fait la différence, si elle était significative ou pas, mais c'est vrai que ça a un impact fort. Enfin là, si l'âge n'était pas d'une différence significative entre les deux groupes, par exemple, on peut fortement suspecter que ça influe en fait sur le résultat. Donc c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut être alerte quand on lit un article. Oui, alors après, en principe, la méthodologie de l'essai contrôlé randomisé, s'il y a suffisamment d'individus, doit nous protéger de cette répartition et doit assurer cette répartition aléatoire. Mais effectivement, il est important d'avoir ces informations-là et de les regarder, surtout quand, pour une raison X ou Y, il y a effectivement une variable confondante qui va être très différente entre les deux populations. Et effectivement, ça peut clairement changer l'interprétation des résultats. Merci. J'ai deux questions en fait. Une de Delphine Flatra. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Merci pour votre présentation très pédagogique. Vu les critères, nous sommes bien d'accord, les conclusions ne s'appliquent pas aux patients chirurgicaux. Ah oui, bah, ils n'étaient même pas inclus. Effectivement, donc on peut. Je sais pas, vous voyez mon écran ou pas? Où Oui, on voit ton écran. Effectivement, ils n'étaient pas inclus puisque effectivement, alors les écrits ils sont là. Les résultats sont effectivement les patients qui étaient inclus pour des chirurgies n'étaient pas inclus dans l'étude puisque par définition c'était la chirurgie qui limitait la pratique d'une activité physique et donc forcément l'impact d'un programme d'éducation sur des patients qui ne peuvent pas bouger. On connaît presque le résultat avant de poser l'étude. Donc effectivement, ça ne s'applique pas. D'accord.
Merci, ça a répondu à votre question, j'espère. N'hésitez pas à me relancer si, voilà, si ça ne répond pas à la question, mais effectivement, en fait, on ne peut pas généraliser, comme tu le dis, Jocelyn, des résultats d'études justement si l'étude n'a pas été faite sur cette population. C'est ce qu'on appelle effectivement du coup la validité externe, et c'est pour ça qu'il faut bien regarder finalement quelle est la population d'intérêt. Et là, clairement, la question est une question de validité externe. Est-ce que finalement ces résultats s'appliquent à ma population? Et effectivement, c'est pour ça que c'est important de délimiter cette population dès le départ et de limiter la question de recherche. Et merci. Delphine Fat te remercie. Merci. Pas de généralisation de la conclusion. Il y a une autre question de Xavier Ponce. Le groupe expérimental a eu 2 fois plus de sessions de kiné par rapport au groupe contrôle. Est-ce un biais à mettre en évidence et comment par rapport à l'échelle PEDRO? Alors, la question, c'est qu'ils ont reçu 2 fois plus de séances de kiné. Alors, moi, quand je regarde, peut-être qu'après, il y a des détails sur lesquels je suis pas. Quand je regarde le diagramme de flux, ici, on a effectivement l'intervention. Quand on la regarde ici, c'est quand même, c'est des séances de physio, mais qui sont des séances d'éducation. Donc, effectivement, on aurait pu imaginer de mettre en place une intervention contrôle, parce qu'effectivement, dans un groupe, on va intervenir physiquement, on va venir présenter un certain nombre d'éléments, et dans l'autre, non. Il y a peut-être un effet de cette intervention-là qui peut être sans doute une espèce d'effet placebo. Mais ça, en fait, c'est ce qui est extrêmement important dans cette question-là, c'est que effectivement, c'est toujours la difficulté, alors déjà d'utiliser le terme de soins courants parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière. Et en tout cas, il est extrêmement important de définir les 2 groupes et les 2 interventions qui vont être reçues par les 2 groupes. Et effectivement, là, on peut imaginer que finalement, le simple fait d'intervenir, finalement, va entraîner un effet seul, quel que soit le type d'intervention. Donc, pour contrôler ce phénomène-là, on pourrait imaginer mettre en place une espèce d'intervention placebo dans le groupe contrôle. Ça aurait été un moyen de contrôler. Et donc là, sans doute que le risque, c'est d'avoir une majoration, une surestimation de l'effet. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors moi, je le comprends comme oui. Je vais laisser Monsieur Ponce répondre si on répond bien à la question. Merci. Il te remercie. Donc oui, je pense que ça répond bien. Merci. Une autre question d'Amélie Bébé, du coup, je n'ai pas le nom en entier. L'échelle PEDRO exprime la validité interne avec un score fort à 7 sur 10. Pour autant, l'indice de confiance est questionnable. Est-ce que l'échelle PEDRO est corrélée avec la pertinence des résultats obtenus? Je ne suis pas complètement sûr de comprendre la question. Alors, c'est pour ça que, alors, il y a pour préparer la présentation, j'ai un peu lu effectivement un certain nombre d'éléments. Alors, c'est pour ça que je vous ai pas mis en avant le score de l'échelle. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'aller sur finalement aller regarder les éléments méthodologiques. Après l'interprétation du score, je suis pas expert sur le sujet. En tout cas, effectivement, après, ce qu'on va retrouver, et ce qui est sans doute dans ce que j'ai lu un peu empirique, c'est que des scores qui vont être supérieurs à 6 vont être considérés comme moyen fort en termes de validité interne, mais l'utilisation du score total est un peu discutée. Donc après, sur ce papier-là, en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que si on les regarde item par item, on a un certain nombre de critères qui nous rassurent sur finalement la validité interne de ce papier, que la mise en aveugle finalement, eh bien, elle ne pouvait pas être attendue, et c'est pour ça que finalement, ici par exemple, on ne peut même pas attendre un score de 10 puisque la mise en aveugle finalement dans ce type de design, elle n'est pas possible. Donc voilà, ce score, il est à mettre en perspective avec ces éléments-là pour se faire une idée finalement de l'interprétation des résultats. Et là, finalement, on a un papier
qui est bien menée, qui nous donne un certain nombre d'informations et qui nous donne les informations dont le lecteur a besoin et qui conclut de manière appropriée. Donc, c'est un papier, pour le coup, qui va être interprétable, qui va, du coup, être interprétable avec un niveau de confiance qui va être assez élevé. Je sais pas si… Ok, elle te répond ok. Du coup, parce que moi, j'avais compris la question dans l'autre sens, c'est est-ce que l'échelle de Pedro traduisait en fait l'efficacité de la stratégie étudiée. C'est deux choses complètement… Ah non, ça, pardon, oui, non, ça ne renseigne pas l'efficacité. Voilà. Ça renseigne sur la méthode et d'autre part, il y a le résultat de l'efficacité en fait. Enfin, je ne sais pas si la question était dans ce sens-là ou dans le sens où tu l'avais comprise, Jocelyn. Voilà. Mais pour… voilà. Oui, pour être clair, non, effectivement, le score, parce qu'on pourrait avoir, on pourrait imaginer, en même temps, là, on peut conclure finalement, en fait, là, ce que cette échelle nous permet de conclure, c'est que finalement, en tout cas, avec cette population, l'intervention de type éducation semble avoir un effet limité sur les niveaux d'activité. Et donc, en fait, l'apport de l'échelle, c'est de nous dire que finalement, la structuration de l'étude est suffisamment solide pour se dire que cette conclusion apportée par les auteurs, finalement, est cohérente. Mais ça ne nous donne pas le niveau effectivement de la réponse au traitement et de la modification apportée par l'intervention. Ok, elle te remercie. Elle dit OK, l'échelle est une structuration méthodo, c'est tout. J'ai bien compris. Effectivement. Ok, ben, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas, je peux vous laisser quelques minutes si vous avez d'autres questions sur cet outil qu'a présenté Jocelyn. Du coup, peut-être voilà, sur le consort, tu nous parlais du consort tout à l'heure, c'est un petit peu la même façon de travailler. En fait, ça permet de lire de la même façon un article et peut-être quelque chose, mais que c'est uniquement en anglais, hein, le consort, on est bien d'accord? Non, il y a aussi une version française qui a été proposée. Vous voyez mon écran ou pas? Oui. Et donc, il y a une traduction française qui a été proposée justement dans un dossier spécial en 2015 dans Kinésithérapie la revue. D'accord, donc voilà, vous avez les deux outils qui peuvent servir. C'est ça, et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, puisque là, pour le coup, on a plus d'items, c'est encore plus détaillé. C'est vraiment, c'est un très bel outil qui a été développé exprès. Et vraiment, la justification de consort, c'est vraiment de faciliter la communication complète et transparente. Puisque les ECR, finalement, ils ont un poids important, eh bien, ça veut dire qu'on doit communiquer, que les chercheurs doivent nous donner suffisamment d'informations sur la qualité méthodologique pour qu'on puisse interpréter les résultats de manière appropriée. Super, et bien maintenant vous avez des clés pour bien interpréter les résultats. On te remercie beaucoup, Jocelyn, pour cette intervention. Merci à vous. N'hésitez pas à partager, en fait, donc la vidéo est disponible sur YouTube, elle sera disponible sur le blog de la recherche paramédicale dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous cette information. On nous demande régulièrement, en fait, si on peut la partager aux étudiants. Avec plaisir, en fait, justement, ça peut être très aidant pour les étudiants. Donc, n'hésitez pas à partager et puis à nous rejoindre au prochain jeudi de la recherche. Encore merci. Donc là, j'ai plusieurs messages de remerciements, Jocelyn, qui arrivent. Donc, tout le monde se remercie pour cette intervention. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.